Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Nous allons reprendre notre cycle de conférences What's Next avec un thème, tout d'abord pour commencer cet après-midi, qui est le travail. Alors forcément, après une année 2020 un petit peu compliquée, un peu remise en question sur plein de différents métiers, j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné par deux entrepreneurs, deux start-upers qui ont participé d'ailleurs à ce CES en version digitale. Alors sont en plateau aujourd'hui avec moi Charlie Davega, fondateur de Teoula, bienvenue. Merci. Ainsi que Stan Larocque, fondateur de Lynx VR, Lynx R. Lynx, c'est pas mal. Lynx, on dit Lynx, Voilà. très bien, ça marche. Bienvenue. Merci. Donc on vous a fait venir puisqu'il y a des thèmes à aborder autour de ce travail qui vous concerne pas mal. D'un côté, nous avons une start-up hardware avec un casque AR, VR, on va y revenir, et de l'autre côté, une application pour communiquer. Et je pense que ce thème de la communication a légèrement changé cette année et va forcément se développer un petit peu. Ce que je vous propose, peut-être Stan, si tu veux commencer, par présenter au moins que tout le monde comprenne ce que tu fais. Très rapidement, ce qu'on fait en fait, on développe une plateforme hardware avec tout son écosystème qui vient derrière, mais on a choisi de faire du hardware. Donc je suis venu avec un prototype. Là, voilà, vous avez ce casque Lynx qui fait aussi bien de la réalité virtuelle que de la réalité augmentée. Alors ça s'inscrit tout à fait dans notre discussion aujourd'hui, vu que c'est un produit aujourd'hui très B2B, vu nos clients. Et en gros, on est basé en France, dans le 19e. C'est une quinzaine de personnes aujourd'hui et on est suivi par de très grands partenaires comme Qualcomm et des partenaires américains et asiatiques. Et on essaie d'être cette espèce de contrebalancier anti-GAFAM sur ce chantier AR/VR qui va devenir énorme en fait. Alors, que permet ce casque? Qu'est-ce qu'on fait avec? Comment on travaille avec le casque de Lynx? Et en fait, ce casque, tu as toutes les applications de réalité virtuelle qui sont développées depuis à peu près 2014 qui peuvent tourner là-dessus. Donc, tu as des entreprises qui ont déjà déployé quelques use cases en réalité virtuelle. Et aussi, ce qui est intéressant avec notre dispositif, c'est qu'il peut faire de la réalité augmentée. Donc, tu vois, quand tu allumes les deux caméras là, tu vois à travers le masque. Devant, à la place des yeux, à la place des yeux, deux caméras. Voilà, donc tu as le flux vidéo qui te revient en direct à 90 images secondes, c'est très sympa. On peut faire plein de choses avec, et donc on s'en sert par exemple pour, tu vois, avec le professeur Nataf à l'hôpital Bichat, tu es un chirurgien, tu vois ton patient en direct, et puis en plus, on peut mettre en surimpression une image radio qui permet de faire une intervention plus rapide, une décision plus rapide. Tu es un technicien de la SNCF, un autre client par exemple, et tu arrives devant un tableau électrique que tu ne connais pas, il y a un TGV qui attend de redémarrer derrière, et le casque va te montrer à droite la documentation, à gauche une checklist, en haut le Skype en 2D du technicien sachant qui va t'aider. Et donc ça permet de... En fait, ce qu'on vend, c'est de la productivité aujourd'hui. Voilà, c'est avec ce casque. Oui, j'imagine que quand un TGV est arrêté et qu'il faut vite réparer, on a un petit peu de pression. Ouais. Charlie, pour que tout le monde comprenne, qu'est-ce que Teoula, qu'est-ce que cette application? Alors, c'est une application qui fait de la proximité numérique. C'est un mot qu'on a inventé, qui rassemble en fait deux termes. Hein. La proximité, on sait ce que c'est on est proche des gens, on leur parle, on échange. Et le numérique, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est incontournable et qui permet en fait d'aller vite et d'être très efficace. Okay. Évidemment. Donc, comment on utilise la proximité numérique avec Teoula? On l'utilise pour faire de la communication. Et tu l'as dit tout à l'heure, cette année a été plutôt terrible. Et on a été finalement en manque de présentiel, en manque de rapport physique humain. On s'est tourné vers le numérique pour avoir quelque chose de communicant, quoi. On a eu un besoin, une envie viscérale de communiquer. Alors, ce qu'on propose, nous, c'est qu'en fait, avec l'avènement de tout ce qui est numérique et notamment des réseaux sociaux, il y a trois phénomènes qui sont rentrés en ligne de compte. C'est d'abord l'avènement de l'anonymat. On se cache derrière un pseudonyme. Il y a aussi le côté éphémère, tout va vite, on garde rien. Et puis la troisième chose, c'est la dispersion. Avant, quand on voulait contacter quelqu'un, généralement, il avait un numéro de téléphone. Exactement. D'accord. Et encore faut-il l'enregistrer. Et encore faut-il l'enregistrer. Je suis très bien placé pour savoir. À la limite, on n'en avait même pas besoin puisqu'il y avait un annuaire. Dans chaque foyer, il y avait un téléphone fixe, quoi. Aujourd'hui, tout ça a disparu, évidemment. Donc, du coup, la dispersion, c'est que quand on veut appeler quelqu'un, quand on veut contacter quelqu'un, une personne, c'est facile.
Mais aujourd'hui, si on veut contacter plusieurs personnes, un groupe, ben, c'est plus compliqué. Est-ce que vous êtes sur WhatsApp? Est-ce que vous êtes sur Messenger? Est-ce que vous avez un téléphone mobile ou voilà. Et donc nous, on travaille sur cet aspect-là en proposant aussi trois choses. D'abord, une identité. Il faut avoir une identité pour qu'on puisse être proche. Je sais que tu t'appelles Maxime et je m'appelle Charlie. Ça, c'est l'identité. Ensuite, le côté mémoire, parce que comme tout est éphémère, on a quand même besoin d'enregistrer des choses pour les mémoriser et pouvoir revenir en disant tiens, j'ai participé à cette émission sur ce plateau. Et puis la troisième chose, au niveau de la dispersion, eh bien, on essaie de trouver un moyen de fédérer, donc de donner de l'adhésion. D'accord? Alors ça, c'est le côté, on va dire, théorique. Dans les faits, en fait, comment ça se passe? Ça se passe que on a une application qui permet, en fait, par exemple, pour des événements comme celui-ci, de proposer à tous les participants, qu'ils soient organisateurs ou interviewés, visiteurs, une application qui permet d'avoir en fait toutes les informations sur cet événement. Donc évidemment le lieu, savoir où est-ce que ça se passe, à quelle heure, avoir des relances, des notifications qui nous disent eh ben, vous passez dans 5 minutes sur le plateau, quoi. Et puis aussi d'avoir l'ensemble des personnes qui sont enregistrées, qui sont présentes, voilà, pour pouvoir faire du réseau, contacter tout le monde, peut-être. contacter tout le monde, faire du réseau. Et puis il y a le avant, pendant, mais il y a surtout le après. Peut-être que je serai en relation avec Stan parce que son système m'intéresse et peut-être qu'on trouvera une connexion tous les deux pour pouvoir travailler. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle de la proximité numérique. On est proche physiquement, mais le numérique nous permet justement d'avoir cette relation rapide et efficace. Très bien. Et du coup, si je me mets à la place d'une grande entreprise, Oui. Est-ce que cela fonctionne simplement pour un événement ou ça peut améliorer, augmenter, je ne sais pas, la discussion, les échanges, qu'ils soient professionnels ou peut-être un peu plus informels, au sein d'une entreprise? Oui, alors l'entreprise c'est intéressant parce que ce sont aussi des êtres humains, des individus. Et on a eu l'occasion pour le CES Digital justement de travailler avec la RATP, le groupe RATP. Oui. Et leur problématique c'est qu'en fait il y a des milliers de personnes qui travaillent pour la RATP et qu'ils ont besoin aussi de pouvoir communiquer vers ces gens-là. Et surtout des personnes ciblées comme les gens dans l'innovation, quoi. Donc nous ce qu'on leur a proposé, en fait ils ont déjà un intranet. Nous ce qu'on leur a proposé en fait c'est un intranet mobile. Parce qu'aujourd'hui, les usages, c'est il faut avoir les choses sur le téléphone mobile, quoi. Donc pour eux, ce qui était important, c'est pas tellement de communiquer à l'extérieur en disant on a des produits, on a des technologies, c'est d'aller chercher sur le CES qui cette année était digital, des informations pertinentes, des nouvelles technologies, des tendances, des innovations qu'ils ont pu ensuite envoyer aux collaborateurs dédiés à l'innovation pour qu'ils soient au courant sans avoir à se déplacer puisque il n'y a pas eu de présence physique à Las Vegas, mais d'être au fait de l'actualité et d'avoir une information pertinente à un bon moment, au moment du CES digital. Et j'imagine que si les personnes de cette entreprise avaient été à Las Vegas pendant le CES, ils auraient pu transmettre aussi leur savoir, leur découverte aux personnes restées en France. Absolument, ils l'auraient fait a posteriori. Et c'est d'ailleurs pour ça que notre application n'est pas que pour des événements purement numériques, elle est aussi pour des événements physiques. On a eu d'ailleurs l'occasion, et c'est à Las Vegas qu'on s'est rencontrés, Maxime, on a eu l'occasion de voir avec l'Agence de développement économique de l'Occitanie, ADOC, de leur proposer justement aussi cette proximité numérique, même si on est ensemble en déplacement. C'est-à-dire que pendant le déplacement, on ne connaît pas forcément Las Vegas, pendant le déplacement, on a besoin à 9000 km quand même de communiquer entre nous, quoi. Donc, et on évite on peut les citer, les WhatsApp, Teams, Facebook et autres, j'imagine. Les choses les applications qu'avait utilisées justement ADOC, c'était WhatsApp, ils ont essayé une année, après ils ont essayé Messenger, après ils ont essayé LinkedIn, voilà. Et tout ça, ça marche très très bien, sauf qu'il y a quelque chose qui est problématique, c'est que c'est pas privé en fait. C'est pas une application privée. Nous, ce qu'on propose, c'est une application privée sécurisée. Il n'y a que le groupe, que le cercle, que en fait l'ensemble des personnes qui se déplacent, qui sont en déplacement, qui ont accès à cette plateforme, quoi, à ce système. Bon, et on pourra y revenir et parler effectivement de nouvelles communications dans notre nouveau mode de vie. Alors Stan, toi tu as vraiment un point de vue, une action différente sur le futur du travail, puisque tu viens avec un projet hardware, tu viens améliorer les compétences, voire même est-ce qu'il faut vraiment des compétences pour finalement travailler avec le casque, puisque tout est dit à l'écran, je n'ai qu'à suivre ce qu'on me propose. Alors ça c'est
super crucial quand tu designes une interface homme-machine, c'est où est-ce que tu mets la responsabilité. Et en fait, le masque, ce qui est intéressant, c'est que c'est très centré sur l'homme en fait, et c'est un objet que tu portes sur la tête, donc tu vois, je te cache les yeux, socialement c'est très fort. Et puis aussi dans le choix des décisions du travailleur, de la personne qui va l'utiliser, tu vois, le gars qui a les mains libres sur les chaînes de Renault par exemple, il ne faut pas qu'il ait l'impression, et on parle beaucoup justement tu vois, à ces gens qui sont sur le terrain, il ne faut pas qu'il ait l'impression que c'est un ingénieur qui le pilote et que lui ça devient une main idiote. On veut faire exactement l'inverse, c'est-à-dire lui donner un outil pour le dire, tu fais déjà quelque chose de super, on va te permettre de faire encore plus, on va t'augmenter, tu vois, c'est dans le terme, tu vois aussi réalité augmentée. Avec cet outil, tu vas non seulement pouvoir transmettre aussi à d'autres ce que tu fais, et on va t'aider à faire plus. Et ça, c'est capital, si tu veux, pour le développement humain. Tu vois, par exemple, la SNCF, quand on leur donne une mallette avec le casque, bah, le gars qui la reçoit, il est fier, quoi, en disant, bah, aujourd'hui, j'utilise ce casque. C'est le nouvel outil, un peu trendy, un peu futuristique. Ouais, bah, tu as toute une partie sur l'attractivité, en disant, bah, tu vois, le casque, c'est un objet futuriste, ça fait un peu rêver. Tu vois, même quand un chirurgien le met sur la tête, les autres le regardent en disant, waouh, c'est Robocop. Et généralement, le premier truc que les gens font quand ils mettent le truc sur la tête, c'est qu'ils se prennent en photo, ils l'envoient à leur famille en disant, regardez, aujourd'hui, papa, c'est Robocop. Et voilà. Mais tu vois, tout ça, donc tu as toute l'image du produit, tu vois, et c'est très compliqué en termes de communication, comment on amène ça sur le marché. Je pense qu'on va pas trop se planter, mais c'est très difficile. Et après, tu as vraiment les compétences et tout le thème du travail derrière, comment il est mis en valeur. Parce que tu vois, tu as des gens qui peuvent dire, ah, mais c'est un outil de flicage en plus. Donc tu vois, on a vraiment des réflexions sur tout l'usage de notre produit et on accompagne les gens. C'est long parce que c'est des objets nouveaux. Donc, tu vois, c'est après le mobile, hein, c'est un horizon qu'on a du mal à voir encore. Il n'y a que les très grands groupes, les GAFAM qui travaillent là-dessus et nous en Europe. Hein, voilà. Donc on essaie d'éduquer les gens, ça va mettre quelques années. Mais tu vois, cette version 1, on va en faire plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires qui vont s'écouler dans les prochains mois, donc c'est assez prometteur. Et ça va participer à éduquer les gens en disant, regardez, c'est des outils pour vous aider et pas pour vous fliquer ou pour vous prendre votre savoir. C'est très difficile, ça. C'est très difficile. C'est un vrai exercice hein, sur tu vois, la responsabilité humaine, en disant, il ne faut pas que la machine prenne la décision à ta place, mais il faut que tu prennes la décision toi-même, parce que tu en es responsable. Même si le masque te montre une erreur, c'est toi, ça va toujours être l'homme qui est responsable. C'est toujours le chirurgien qui va être en tort si l'opération se passe mal. Oui, parce que tu parlais d'une réparation voilà. Électronique. Après, si c'est une réparation sur un être humain, c'est forcément un petit peu plus engageant. Et tu vois, voilà. Mais quelle que soit la tâche, ce qui est très important, c'est que la responsabilité doit demeurer dans l'homme et pas dans la machine. Tu vois, tout le monde dit « Ah ouais, l'intelligence artificielle, on est en train de déporter la responsabilité sur les machines ». Et ça ne va pas marcher parce que tu ne vas jamais pouvoir accuser un système électronique. Tu vois, on a un système de justice humain, on veut un accusé. S'il y a quelque chose qui se passe mal dans notre société, on veut que quelqu'un rende des comptes. Quelqu'un, pas quelque chose, quelqu'un. Voilà. Et donc c'est pour ça que cet outil, aujourd'hui, qui a cette forme, même s'il est très fin, qu'on a fait beaucoup d'efforts, ça ressemble encore à une brique qu'on met devant les yeux. Ça va devenir de plus en plus petit au fur et à mesure. Mais ça ne doit pas te prendre ta responsabilité. Parce que c'est ça qui va te déshumaniser en fait. C'est-à-dire que si je te rends plus responsable, bah, tu vas peut-être prendre ton travail à la légère, tu te dis bah, de toute façon la machine va faire pour moi, et puis je suis juste guidé, je suis plus qu'un automate. Et en fait on va faire exactement l'inverse. Donc il faut malgré tout former ses employés, on garde des employés qui ont une forte compétence, on vient juste upgrader un peu la personne. Bah, tu viens upgrader, sécuriser, etc. Parce que tu vois par exemple tu es un technicien chez Thales Alenia Space, tu montes un satellite. Avec ce casque-là, on enregistre ce que tu fais, donc non seulement on a une telle précision qu'on peut savoir si tu vises quelque chose dans le bon sens, ça va, et donc tu fais moins d'erreurs, on réduit le taux d'erreur, on peut enregistrer une séquence particulière pour la traçabilité des opérations, ça c'est énorme, et pareil, le coût du technicien de la SNCF c'est 143 € par minute par train arrêté. Donc, je suis content que tu abordes la notion du temps. Est-ce qu'on va gagner du temps finalement demain? Bah oui, on va gagner du temps grâce à ce genre d'outil. Voilà. D'accord. Et grâce aussi à ce que fait. Et oui, parce que le temps, j'espère que Théoula nous en fait gagner un petit peu. J'ai cru constater, vous me dites si vous n'êtes pas du tout d'accord, mais que
Depuis 2020, nous travaillons en grande partie depuis notre domicile. On a, comme on l'a déjà dit, un fort besoin de communiquer. Tout va plus vite, tu me dis. On veut gagner du temps. Est-ce que nos communications changent demain? Est-ce qu'on accélère un petit peu? Est-ce qu'on transmet l'information plus vite? Et qu'est-ce que ça peut nous apporter finalement? En fait, dans la communication, ce qui est très important, c'est l'intention. Qu'est-ce qu'on a envie de dire, quoi? Qu'est-ce qu'on a envie de partager? Il y a 4 siècles, pour envoyer une lettre aux États-Unis, en Amérique, il fallait 4-5 mois, quoi. Aujourd'hui, on envoie un SMS ou une notification. Donc, un peu plus vite. Un peu plus vite. Mais du coup, l'intention aussi a changé. Parce qu'avant, il fallait bien réfléchir pour écrire la lettre, parce qu'elle met 5 mois pour aller et 5 mois pour retour. Aujourd'hui, on utilise presque des mots qu'on a inventés. Juste une lettre pour dire tu ou you. Voilà, en fait, on crée une nouvelle manière de communiquer pour faire passer un message, une intention. Donc, la technologie, elle a toujours été là depuis le début, l'aube de l'humanité, quoi. Hein. On a toujours trouvé des solutions pour aller plus vite. Et ça ira encore de plus en plus vite. Mais ce qui ne changera pas, c'est ce qu'on a envie de dire, les sentiments, les émotions. Voilà. Donc, on réduit le temps. Parce qu'il paraît que ça coûte cher, et c'est vrai. Pourtant, c'est de l'argent, dit-on. Oui, parfois. voilà. Mais c'est pas que, comme le disait Stan à l'instant, c'est pas que la technologie, quoi. C'est pas simplement du matériel, du soft, c'est des intentions. Qu'est-ce qu'on a envie? C'est la vision. Qu'est-ce qu'on a envie de faire avec la technologie, quoi. D'accord. Donc la start-up Teoula va changer ça un petit peu. Oui. C'est pour ça que je parlais d'intention. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la proximité. C'est comment on continue à communiquer parce qu'on se connaît, parce qu'on a une relation. Même si elle est éphémère, qu'elle vient juste d'arriver. Voilà, on a un nouvel invité que tu vas présenter. Et oui. Voilà. Donc, il y a déjà une proximité. Voilà. Puisque nous avions la chance d'avoir 2 startups autour de la table, maintenant donnons un peu la parole au grand groupe. Bonjour, Mohsen Karimi du groupe SPI, directeur innovation du groupe SPI. Bienvenue. Donc nous abordons le futur du travail et si je ne dis pas de bêtises, je crois que chez SPI c'est un sujet relativement important. Il y a pas mal d'êtres humains aussi à gérer, il y a de nouveaux métiers. Il faudra peut-être discuter ensemble d'ailleurs un peu plus tard. Est-ce que tu veux nous présenter un petit peu ce qui se passe dans le groupe? Alors effectivement, moi je suis Mohsen Karimi, directeur plus précisément, on va dire innovation, design et expertise sur la plaque parisienne. Donc c'est un sujet effectivement d'actualité hein, aujourd'hui. On a connu l'ère de mobilité, on a connu l'ère de l'évolution technologique de manière générale. Je ne vais pas revenir, je pense que les invités ont bien été le sujet. Encore une fois, avec la crise sanitaire, c'est de plus en plus une réalité d'abord tout à portée de main dans cette optique d'être finalement efficace humainement parlant, mais efficace aussi professionnellement parlant. Donc ça, c'est effectivement un challenge que nous, on a vis-à-vis de notre propre, on va dire, structure étant industrielle franco-française d'origine et aussi pour nos clients que nous accompagnons à la fois au niveau de l'industrie, à la fois au niveau du tertiaire, à la fois dans la santé. Donc c'est vraiment un challenge, je pense, qui est de plus en plus en fait une réalité. Et on voit très bien, donc ça a vraiment bouleversé pas mal de codes, cette situation qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on a plusieurs initiatives au travers de cette démarche-là. SPI. Alors en fait, on a commencé par en juin de dire c'est quoi du coup si on devait lancer un challenge avec des jeunes de tout horizon, évidemment, avec des startups pour dire c'est quoi l'après-Covid, c'est quoi le monde après-Covid, en élargissant un peu au sens, on va dire, indoor du terme, bâtiment du terme, mais aussi au sens ville du terme. Donc forcément, il y a eu pas mal d'idées, on aura l'occasion de partager un peu le sujet et puis voir comment on peut les appliquer en interne. Nous, on a mis en place une vitrine au siège de notre filiale ESN qui s'appelle le SPI ICS. En fait, sans le savoir, hein, la notion de Covid, on la connaissait pas il y a encore 1 an. Et en fait, on a mis en place une vitrine plutôt technologique au niveau du siège, pas tant pour l'aspect technologique, mais pour faire disparaître la technologie au service des usages des collaborateurs. Et en fait, on a vu à quel point déjà dans un premier temps, ça contribue au bien-être au travail, déjà dans un premier temps, parce que quand on est outillé avec des équipements, des solutions, hard ou soft, peu importe, qui nous permettent d'être efficaces et un peu sereins au quotidien, déjà c'est un point hyper positif.
Et ensuite, le fait d'être en capacité d'extrapoler et puis à être en extension de son environnement de travail avec ses clients, avec ses collaborateurs, ses collègues, chez soi ou en mobilité ou au travail, ça contribue largement. En fait, sans le savoir, on avait un peu quelque part à adresser, mais plutôt sur le côté vraiment bâtiment intelligent, bâtiment qui est au service des usages, qui simplifie les usages au quotidien tout simplement, et puis qui nous permet de se sentir un peu mieux au travail au sens large. C'est très important, c'est un peu ce que nous disions avec Stan, c'est-à-dire le bien-être, le ressenti en tout cas du collaborateur face à cette nouvelle technologie. Je crois que l'être humain, malgré tout, est revenu au centre du discours. Dans ce travail de demain, c'est peut-être même la première chose qui va compter. Le travail qui est arrivé même à domicile, en plus cette année particulièrement. Est-ce que vous avez peut-être des exemples d'actions concrètes? D'actions concrètes, en fait, on a cette notion d'extension. On sait à quel point la collaboration est importante au travail, de plus en plus aujourd'hui. Il y a moins en moins d'organisations très on va dire, hiérarchiques. C'est plutôt des équipes qui travaillent sans vraiment de liens hiérarchiques ensemble. Donc le fait de collaborer avec ce qui fonctionne est aujourd'hui de plus en plus important, même si on reste dans des contextes géographiquement assez resserrés. Ce qu'on a mis en place récemment, courant l'année 2019 et puis du coup largement exploité sur 2020, c'est cette notion de phygital. La notion phygital, c'est que en fait, le fait d'être outillé aujourd'hui avec la technologie disponible permet déjà une mobilité. C'est-à-dire qu'on peut être en digital à distance pour pouvoir mener un certain nombre d'actions. Or, quand on fusionne ces deux possibilités, ça veut dire le physique et le digital, on se rend compte que finalement, on est loin d'être, on va dire, au point, à la fois en termes d'efficacité, à la fois en termes de convivialité, à la fois, donc du coup, cette capacité à collaborer. Donc, c'est tout à fait nouveau. Enfin, effectivement. On l'a pris en plein dans la face cette année. Effectivement. Donc, du coup, en fait, quand on arrive à des dispositifs de collaboration évolués, qui nous permet d'avoir une conversation téléphonique, une conversation visuelle, avec un tableau blanc. Parce que rien ne vaut que l'écriture quand on est en une réunion en mode brainstorming. Et ce n'est pas toujours glorieux, très sympa, c'est toujours parfois même plutôt des sujets compliqués, de la finance, des dessins, des schémas, des architectures à partager et compagnie. On sait très bien tous qu'aujourd'hui, on nous demande de faire un schéma sur un PC, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc du coup, en fait, c'est cette notion de fusion du monde digital et du monde physique qu'on a su en fait mettre en place au travers du coup justement sans savoir anticiper la notion de Covid, pour avoir des salles de réunion typiquement assez évoluées qui permettent de fusionner et donner un confort en fait au maximum aux personnes qui sont à distance, déjà dans un premier temps, avec la gestion du bruit, la gestion du son, basée parfois pour certaines solutions sur de l'IA justement qui permet de réduire le bruit au fond. Ça contribue largement parce que ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à encore aujourd'hui, dans certaines sociétés ou certaines entreprises, il est impossible de faire une réunion avec un groupe en physique et un groupe à distance parce que pour les gens qui sont à distance, c'est juste inentendable. Il y a aussi le regard, voilà. Donc nous, c'est des actions concrètes qu'on a pu, in fine, expérimenter en fait, sans pouvoir l'anticiper. C'est juste une question de la bonne vague au bon moment. On avait anticipé plutôt en termes de vitrine technologique, mais en fait qui s'est avéré utile, encore plus utile que ça dans ce contexte de Covid. Oui, j'espère que SPI va évidemment travailler avec les très belles startups qui exposaient dans la version digitale de ce CES pour une première fois pour tout le monde, start-upers, accompagnateurs, pour les organisateurs. Très rapidement, on va devoir conclure très prochainement. S'il y a une chose à retenir pour le travail de demain, une notion qui vous semble tout à fait inévitable, en un mot, Charlie peut-être? Moi je crois qu'on parle tous de ça, c'est l'humain quoi. Qu'est-ce qu'on fait pour l'humain? J'achète, j'aime beaucoup l'idée. Voilà. On remet l'humain au milieu. Bien qu'on soit dans un environnement technologique, techno, numérique, tout ce qu'on veut, comme l'a dit justement le dernier intervenant, ce qu'on cherche c'est toujours l'humain. Et quand on sera dans l'espace,
ce sera toujours l'humain aussi. Je suis très content que dans une Voilà. période un peu de pandémie Oui. et qu'à côté plein de technologies arrivent, finalement, le numéro un reste l'humain. Si tu as une idée peut-être. Moi, je trouve que Internet a super bien démontré son usage, de réduire l'espace et le temps autour de nous. Moi, je suis fasciné de vivre à cette époque. Je suis encore plus content d'amener ce genre de matériel qui va nous permettre d'expérimenter ce qu'on fait en virtuel chez nous, en visioconférence, en 2D, avec une main sur le clavier ou la souris ou l'écran tactile, à passer à ce genre d'outil qui va te permettre d'avoir tes deux yeux, tes deux mains, d'être complètement dans quelque chose de virtuel et de finalement réduire cette distance entre le physique et le virtuel. Et ça va prendre une génération, mais je suis très content de participer à ça. Très bien. Et une dernière idée peut-être. Alors pour être pas trop original par rapport à ce que je venais de dire et puis complémentaire par rapport à mes confrères ici, je pense que c'est le futur, en tout cas du point de vue technologique, la technologie doit être au service de l'humain, ça c'est indéniable, c'est pas le débat. Donc par contre, pour être complémentaire par rapport à ça, je pense que l'avenir c'est dans le digital. Ouais. Et l'expérience, ce que nous venons de vivre, on le revivra encore et toujours. Oui, super, donc un humain augmenté pour gagner du temps, pour l'améliorer, et le tout en digital. Voilà ce qui nous attend dans les quelques années à venir. Top, merci à tous les trois, messieurs. Merci Maxime. Sauf erreur de ma part, on vous trouve tous les deux encore sur la plateforme du CES si on veut prendre rendez-vous avec vous, puisqu'elle est ouverte jusqu'au 14 février. Oui. Merci beaucoup pour votre temps. Cet après-midi, on adressera d'autres sujets que sont la mobilité, on en a parlé, la santé également, et bien entendu le futur de la maison, le futur du bâtiment. C'est un petit peu lié à tout ce qui s'est dit à l'instant. Merci beaucoup. Merci Maxime. Et à très bientôt. Merci. Bonne journée. Merci à tous.